Nasser Bouhanni, Jasper Philipsen ou Gianni Moscon sont quelques-uns des coureurs actuels considérés comme les plus tyranniques par le peloton mondial pour leur agressivité dans les derniers mètres ou pour la façon dont ils traitent les autres rivaux, mais ils restent des petites fleurs du peloton si on les compare aux véritables monstres de la tyrannie dans l'histoire du cyclisme. Nous parlons bien sûr de Super Mario Cipollini. Il Rey Leone était un type apparemment sympathique et drôle avec ses déguisements, ses allures de James Bond et son charisme inégalable avec lequel les fans de la moitié de la planète ont mouillé leurs draps en regardant les vidéos comiques de ce délinquant abusif qui essayait de vendre ses vélos à moitié nus dans des publicités à 4 heures du matin. Mais Cipollini avait grandi dans le Del Tongo du mythique Giuseppe Saronni, rival du mafioso italien Francesco Moser qui avait des voyous comme Palmiro Maciarelli ou Giuseppe Walter Pazuello qui, si nécessaire, jetaient leurs rivaux sur le bord de la route ou les menaçaient dans les hôtels avant les courses. Pour devenir bully, Cipollini a dû subir des épisodes sombres comme celui de la Vuelta España 1994, où son propre coéquipier Adriano Baffi a littéralement failli tuer le vainqueur de Gent-Wevelgem en le jetant contre des barrières lors d'une arrivée au sprint à Salamanque. Il a donc fait ce que les grandes brutes font habituellement et a acheté son propre train Rosso de voyous et de sprinteurs pour pouvoir être le sprinter dominant pendant ces années Saeco. Son apogée en tant qu'intimidateur a peut-être eu lieu lors de la Vuelta España 2000. Au début de cette édition, Cipollini était très en colère parce que le champion du monde Oscar Freire avait gagné 2 étapes au sprint et que l'Italien ne savait pas comment perdre. Lors de l'une de ces étapes, Cipollini a rejeté la responsabilité de la défaite sur l'humble et vétéran coureur espagnol Francisco Cerezo, avec lequel il s'était frotté au guidon au début de l'étape et qu'il avait déjà frappé 2 fois sur le casque au cours de l'étape. Cerezo l'avait déséquilibré et Cipollini était tellement en colère qu'après que Freire ait récupéré son prix de vainqueur d'étape, le coureur de Saeco a essayé de le frapper comme un boxeur. Cipollini, dopé, a alors décidé de se faire justice lui-même et, au départ de l'étape du lendemain, il a frappé et fracassé le visage de Cerezo, se moquant de lui et lui demandant s'il avait mal alors que l'Espagnol roulait par terre, le visage ensanglanté. L'agresseur de Sabrina Landucci avait déjà montré sa fureur en 2000, mais c'était le résultat de l'impuissance de ne plus être le meilleur sprinter du monde jusqu'à ce qu'il paye tout son salaire au médecin Eufemiano Fuentes pour qu'il prenne l'avion en 2002. C'était le fruit, en somme, de sa stupidité. Celui qui portait en lui le gène de la brute, c'était Lance Armstrong. Dès son plus jeune âge, le beau-père de Lance a traité la jeune promesse sportive comme un animal en cage, et a transféré cette fureur sur la route. Dès que Lance a commencé à obtenir des maillots jaunes, il a commencé à se comporter comme une brute envers les membres de son équipe, comme sa masseuse Emma O'Reilly ou son coéquipier dopé pendant des années, Frankie Andreu, et sa femme Betsy, à l'esprit fermé. Cette personnalité de mâle alpha, il a également essayé de la transférer à ses rivaux, en les insultant physiquement comme il l'a fait avec Marco Pantani ou en contactant ses amis de l'UCI pour dénoncer le dopage dans d'autres équipes, comme il l'a fait avec l'Euskaltel d'Iban Mayo ou le Phonak de son ancien grégario et supposé ami, Tugboa Hamilton. S'il était capable de trahir les personnes qui l'avaient aidé à devenir numéro 1, Lance n'avait pas peur d'humilier qui que ce soit, y compris le stoner Floyd Landis lorsqu'il a voulu revenir dans le cyclisme professionnel, le rejetant comme un coureur dopé alors qu'il avait fait de même. En fait, à ce jour, Armstrong n'a toujours pas pardonné à Landis d'avoir été un dénonciateur qui a raconté tous les sales coups de Lance, ce qui montre clairement que, même si les années ont passé et qu'il a maintenant un profil beaucoup plus bas, l'Armstrong qui réprimandait les fans ou les journalistes qui le traitaient de dopé avec toute la raison du monde, était l'une des plus grandes brutes de l'histoire du cyclisme. Mais il y a eu plus de brutes que lui dans l'histoire du cyclisme professionnel, et encore plus si l'on remonte à ses débuts. Il s'agit des frères Pélissier,
des bouviers de village qui deviendront plus tard des cyclistes et les plus grands ennemis du directeur et créateur du Tour de France, Henri Desgranges. Son homonyme Henri Pélissier, vainqueur du Tour en 1923, a toujours été contre lui et a défendu les droits des cyclistes sur la base de la violence et de l'agressivité, la même qu'il avait avec ces femmes qu'il maltraitait, dont l'une s'est suicidée et l'autre a fini par le tuer. Mais sur la route, la véritable brute des Pélissier était le frère cadet Charles. Celui qui détient le record de victoires d'étape dans une édition du Tour, avec 8 victoires en 1930, n'avait aucun problème à abandonner une échappée en cas de bagarre dans le peloton. Il a même perdu cette édition 1930 en s'arrêtant pour frapper d'autres rivaux avec lesquels il s'était disputé au milieu d'une étape. C'était sans aucun doute un bagarreur et un fou, mais il y a un cycliste tout à fait sain d'esprit qui est la plus grande brute de l'histoire du cyclisme. Le légendaire Bernard Hinault est appelé blaireau non pas parce qu'il était un gentil garçon. Adolescent, il se rendait déjà en classe à vélo pour effrayer et frapper tous ceux qui l'ennuyaient, et il a conservé cette philosophie de la rue dans son EPOK de cycliste professionnel. Vindicatif, il n'avait aucun problème à qualifier Paris-Roubaix de course de merde après l'avoir gagné ou à dire à un fan que la prochaine fois qu'il oubliera un stylo pour un autographe, n'oublie pas ton pénis dans ton pantalon quand tu fais la fête. Il a humilié tous ceux qui le traitaient de fini après avoir abandonné le Tour de France 1980 en saccageant tous les journalistes tout en écrasant tout le monde au championnat du monde de Salanches. Selon son coéquipier et rival, Laurent Fignon, lorsqu'Hinault parlait, tous les coureurs vétérans baissaient la tête et se taisaient, n'osant même pas rire lorsque Bernard faisait une blague. Le moment de brutalité le plus connu du blaireau s'est peut-être produit à Paris-Nice en 1984, lorsque dans la descente en trombe du col de l'Espiogulier, il s'est heurté à des ouvriers du chantier naval voisin qui manifestaient pour empêcher la fermeture de l'entreprise et la perte de leurs emplois. Voyant ses chances de victoire réduites à néant, Hinault décida de percuter les ouvriers et, sans dire un mot, il commença à donner des coups de poing aux personnes présentes, simplement parce qu'elles avaient fait capoter sa victoire dans cette course. Ce n'était pas la première fois, 6 ans plus tôt il avait donné un coup de poing à un supporter qui critiquait l'attitude contestataire d'Hinault qui, comme d'autres cyclistes, se plaignait de se lever tôt à 5 heures du matin pour parcourir les étapes à double secteur typiques de cette époque. En d'autres termes, que tu manifestes ou qu'il manifeste, si tu croises le bully Hinault le mauvais jour, tu en subiras les conséquences. Aujourd'hui encore, le Vas d'Amaury Sport sur les podiums est capable de détruire tous ceux qui s'approchent de son domaine. Une putain de légende.